Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Chaim Mousekant, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. On est très heureux de vous accueillir sur Radio J. Je crois que c'est une première dans Affaires publiques, Chaim Mousekant. Bienvenue. Merci. Voilà, je ne rappelle pas qui vous êtes, mais enfin si quand même succinctement, vous êtes écrivain, essayiste, journaliste, vous avez été directeur général du Bnei Brit Europe, directeur général du CRIF aussi, vous êtes président de l'association des amis de Radio Shalom, une radio consoeur de Radio J, et vous signez plusieurs essais. Le dernier, on va étayer une grande partie de cette conversation, vous l'avez coécrit avec votre ami Jean-Pierre Allali, Les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif aux éditions Glyph, et je crois, si je ne me trompe, l'avant-dernier était consacré, on va dire, au nouveau paysage géopolitique qui entoure l'État d'Israël. Israël, une chance pour le monde. Vous l'avez coécrit avec le colonel de réserve israélien Olivier Rafovitch, notre ami Olivier Rafovitch. Alors partons de là. Nous sommes dans un contexte où il y a quand même une éclaircie, une embellie diplomatique pour Israël après une année 5783 si difficile, si recrue de crise interne comme externe. Nous sommes probablement entrés, par la volonté du président Joe Biden, dans une nouvelle ère, en quelque sorte de relance de ce qu'on appelle depuis 3 ans les accords d'Abraham. Vous aviez été prophétique quelque part quand vous parliez d'Israël comme d'une sorte de hub régional, c'était en 2017, de hub régional de plus en plus attractif pour ses partenaires arabes. On a l'impression que l'attractivité vis-à-vis de l'Arabie Saoudite n'a jamais été aussi grande. Chaim Mousekant. Mais écoutez, Alexis Lacroix, effectivement, avec Olivier Rafovitch, nous avions fait une analyse froide en 2017. Et 2017, vous vous en souvenez, à cette époque-là, c'est le président Trump qui est au pouvoir et qui a une vision économique. Et qui dit qu'il part de l'analyse qui est tout à fait vraie, que la plupart des pays arabes se moquent complètement de la question palestinienne, et ce qui les intéresse, c'est un développement économique, et notamment une rencontre avec Israël qui représente le high-tech, qui représente des tas d'avancées dans des domaines technologiques, scientifiques, et donc nous avions fait l'analyse qui s'est avérée exacte, que bon nombre de pays arabes, au fond, n'ayant plus envie d'utiliser le prétexte qui était celui de la cause palestinienne et ayant été convaincus par l'administration américaine qu'ils gagneraient beaucoup plus à établir des liens avec Israël, eh bien, on a vu effectivement les accords d'Abraham que nous avions prévus, et l'Arabie Saoudite s'est en marche, puisque il y a quelques semaines, pratiquement au même moment où le Premier ministre israélien était à Washington, il y a eu pour la première fois une déclaration du prince héritier qui disait chaque jour on avance. Et puis, comme vous le savez, actuellement, il y a une possibilité pour les avions israéliens de survoler l'Arabie Saoudite. Et il y a quelques semaines, pour la première fois, un ministre israélien, en l'occurrence celui du tourisme, est arrivé à Riyad. Donc, je dirais que ça marche, et ça marche bien. Alors, notre émission n'est pas consacrée exclusivement, Chaim Mousekant, ce matin, à un commentaire de la situation géopolitique d'Israël. Néanmoins, c'était une bonne accroche. Vous aviez senti, il y a maintenant 6 ans, avec le colonel Olivier Rafovitch, la nouvelle donne dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Nouvelle donne qui n'est pas exempte d'obstacles, voire d'empêchements. Néanmoins, qu'est-ce qu'il faut penser alors de l'exigence officielle mise en avant par les dirigeants saoudiens, notamment par Mohamed Ben Salman, d'un règlement préalable du dossier israélo-palestinien pour véritablement entrer, si j'ose dire, dans le dur des négociations qui n'ont pas encore commencé. Nous en sommes à la phase, disons, de lancement, nous en sommes à la phase de proclamation d'intentions, de bonnes intentions. Oui, Alexis Lacroix, si vous avez bien écouté, j'en suis sûr, l'interview du prince héritier à Fox News. Vous allez nous rappeler, oui, le détail de ce qu'il dit. Vous vous souvenez qu'il n'a pas parlé de la création d'un État palestinien. Très juste. Mais qu'il a dit qu'il fallait améliorer les conditions de vie. Très juste. C'est ouvert, c'est vague. Or, si vous voulez, c'était tout à fait le plan de Trump qui a été repris par Biden, qui est de dire on va essayer d'élever le niveau économique des Palestiniens et on abandonne la question d'un État palestinien qui est quelque chose d'irréaliste. Alors, je vais me faire l'avocat, entre guillemets, des diables, de ceux qui mettent une pression maximale aujourd'hui sur Israël, notamment, c'est vrai, de ce point de vue-là, les Saoudiens. Quand il dit cela,
MBS à nos confrères, consoeurs de Fox News. Il dit aussi des solutions comme celles que prônent des ministres d'extrême droite, comme Bezalel Smotrich, ne sont pas acceptables. C'est-à-dire, il veut qu'il y ait une autonomie relative dans ce qu'on appelle les territoires, contre les plans, en quelque sorte, d'annexion rampante que semble défendre aujourd'hui une partie de l'exécutif israélien en poste actuellement dans les différents ministères. Est-ce que je décrypte bien son intention ? Oui, vous avez tout à fait raison, Alexis Lacroix, et ça va être justement le problème du choix crucial que va devoir faire Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire que... Il est un peu le dos au mur, quelque part, ces semaines-ci. Il est dos au mur, certains pourraient même dire qu'il est l'otage d'un certain nombre de partis extrémistes dans sa coalition. Ça se dit beaucoup en Israël, chez ses opposants de gauche comme de droite. Absolument. Si vous voulez, c'est que beaucoup de gens du Likoud, qui sont, disons, des héritiers de Jabotinsky ou des héritiers de Menachem Begin, ne se retrouvent pas dans ce qui se passe actuellement en Israël. Et tout le débat est le suivant, en réalité. C'est que actuellement, Netanyahou peut compter sur 64 députés. Il a besoin des votes de Smotrich et de Ben Gvir, et la question est de savoir s'ils accepteront de faire un certain nombre de concessions ou si on va entrer dans une nouvelle crise. Autrement dit, il faudra choisir. J'ai relu Chaim Muzikant pour préparer cet entretien. J'ai relu aussi l'autre livre, c'est-à-dire pas Les Magnifiques dont nous allons parler dans un instant, qui est une série de portraits de hautes figures du peuple juif, des femmes aussi, il y en a beaucoup, on va commencer par une femme d'ailleurs, par parenthèse, mais j'ai relu votre livre avec le colonel Olivier Rafovitz, Israël, une chance pour le monde. On en a parlé lors de l'introduction de cette émission. Notre ami Alexandre Adler, Zichron Nefrara, récemment disparu, disait, au fond, on est engagé peut-être dans quelque chose de messianique, c'est-à-dire que finalement, Israël, progressivement, va tisser des liens de confiance et d'amitié, voire de fraternité, avec une partie de son environnement arabe sunnite. Vous y croyez, vous, à ce processus ? On est à un moment très particulier, au fond, de l'histoire juive, de ce point de vue-là, Chaim Muzikant. Mais écoutez, alors je ne sais pas s'il faut parler de messianique, moi je préfère parler de réalisme politique. Vous savez, en politique... l'amitié n'existe pas, il n'y a que des intérêts. Vous croyez ? Absolument. Vraiment ? Oui, j'en suis convaincu. Et alors, je regarde que, par exemple, il y a un développement extraordinaire des relations entre Israël et le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a déjà un certain nombre de hautes personnalités marocaines qui sont venues en Israël. Alors on peut le dire d'ailleurs, puisque c'est un de nos amis, André Azoulay, le conseiller spécial du roi du Maroc, a reçu la plus haute distinction de la présidence israélienne, des mains donc, de Yitzhak Herzog, monsieur le président de l'État d'Israël. C'est significatif, effectivement, vous avez raison, du resserrement des liens très étroits entre Jérusalem et Rabat. Oui, et puis André Azoulay... a mené depuis très très longtemps une œuvre de rapprochement. Avant qu'il aille s'installer au Maroc, il dirigeait ici une organisation qui essaie de rapprocher Israël et le Maroc. Et puis, il a joué un rôle essentiel, également indirectement à la fois dans les accords de Camp David et également dans les accords d'Oslo. Et vous vous souvenez qu'après la signature des accords d'Oslo à Washington, eh bien, Rabin et Pérez sont allés faire une halte au Maroc. Tout à fait. Et André Azoulay a été vraiment quelqu'un de très opérationnel là-dedans. Alors on dit que géopolitiquement, d'ailleurs c'est très intéressant parce que tout est lié, que le Maroc, dans ces années-là, dans ces années de gestation en quelque sorte de la situation d'aujourd'hui, que vous avez encore une fois prédite le premier avec Olivier dans le livre de 2017, on dit que dans ces années-là, l'une des alliances tacites, mais très étroites, qui existait déjà, c'était entre le royaume wahhabite et le royaume chérifien. C'est-à-dire qu'en fait, entre le Maroc et l'Arabie saoudite, il y avait déjà des liens d'affinité. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle dans la mission que vous relatez d'André Azoulay ? Oui, absolument. Et puis, de toute façon, on sait que depuis de très très nombreuses années, il y a des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, qui, bien sûr... ne sont pas décrites au grand jour, mais il y a toute une série d'accords qui font que, encore une fois, comme vous l'indiquez, il y a des alliances objectives.
Ok, et c'était plutôt là-dessus que vous misez à titre personnel, Chaim Ouzikant, plus que sur des moments qui seraient marqués par un plus ou moins grand degré de messianité, si je vous comprends bien. Hein. Écoutez, encore une fois, je crois que politique et messianalité, même si on est dans une période de fête juive, moi, je ne les mets pas ensemble, parce que j'aurais bien aimé que le Messie se manifeste dans d'autres moments de la vie juive. Je crois encore une fois que il faut être optimiste. Et j'ai envie, si vous le permettez, de vous citer une phrase de Golda Meir. Je vous en prie. Golda Meir, on va parler d'elle justement, Golda ça tombe Meir, bien. oui, si vous voulez, Golda Meir, qui a une phrase que je fais mienne, qui est de dire que le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Absolument. Et donc, moi, je regarde tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, les relations avec le Maghreb, avec peut-être 6 autres pays arabes qui seraient derrière l'Arabie Saoudite. On peut les citer, hein, si vous voulez, Chaim, oui. Mais écoutez, je vous laisse les citer. Mais effectivement... on sait que le Liban n'est pas très éloigné, en réalité. Oui. L'Égypte, évidemment. La Jordanie pourrait y penser. Donc voilà, la liste est longue Et il peut y avoir des surprises. Bon, le Soudan a été victime de son instabilité, mais pourrait à terme rejoindre, bien sûr, vraiment définitivement la plateforme des accords d'Abraham. Et puis, comme vous dites, il peut y avoir des surprises aussi. Oui, ben, je vous donne vous savez que le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie. Tout à fait. Et lorsqu'il était Premier ministre, Yitzhak Rabin a fait un voyage secret là-bas. Tout à fait. Et il y a 2 ans, pour la première fois, Yad Vashem a organisé une exposition sur la Shoah en Indonésie, ce qui est invraisemblable quand on y pense. Et je ne parle pas là du fait que dans plusieurs des pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham, on a revu les livres où il y avait des propos antisémites. Et on commence maintenant à enseigner la Shoah. Tout à fait. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on assiste quand même objectivement à ce que vous annonciez, hein, encore une fois, avec le colonel Olivier Rafovitz, il y a maintenant 6 ans, c'est-à-dire un dégel progressif des mentalités dans le monde arabe sunnite, hein, qui abandonne progressivement ses positions anti-israéliennes, mais aussi antisémites, alors qu'au contraire, dans le monde chiite, on assiste plutôt, s'il faut aller vite, à une sorte de raidissement de la rhétorique anti-israélienne et de la radicalité anti-israélienne. Donc ça, c'est, on va dire, le nouveau Moyen-Orient qui se dessine, est très polarisé, mais il n'est pas défavorable aujourd'hui à Israël. Et même au-delà, le monde de l'islam dans sa globalité n'est plus aussi défavorable à Israël qu'il l'a été. Les exemples très différents, hein, de l'Indonésie en Asie extrême ou du Maroc au Maghreb, j'allais dire tout aussi extrême, hein, extrême occidental, sont des exemples évidemment très parlants de cela. Donc c'est une chance à saisir pour Israël. Je ne vais pas vous demander si vous pensez que les accords vont avoir lieu. C'est une question évidemment qui se pose. Hein. Peut-être que les exigences des uns et des autres vont être trop élevées pour qu'ils aboutissent, mais vous pensez qu'il y a un processus qui, de toute façon, au-delà de l'Arabie Saoudite, est lancé. Oui, écoutez, moi je crois beaucoup à la responsabilité des hommes politiques, quels qu'ils soient. Alors quand Benjamin Netanyahou fait part de son optimisme et va même jusqu'à annoncer que pourrait y avoir un train qui partirait d'Israël et qu'il arriverait en Arabie Saoudite, à mon avis, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas des paroles en l'air. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est vraiment cette déclaration du prince héritier d'Arabie Saoudite qui, pour la première fois, je dirais, sort du bois, dit les choses. Et pour moi, c'est, comment dirais-je, c'est aussi important que lorsqu'en 77, Anwar el-Sadat avait dit « S'il faut signer la paix, je suis prêt à aller à Jérusalem ». Est-ce qu'on peut penser, et après on revient à votre livre magnifique, Les Magnifiques, c'est le cas de le dire, est-ce qu'on peut penser, Chaim Ouzikant, aujourd'hui, dans la séquence que nous traversons, hein, qui est à la fois prometteuse et dangereuse, qu'au fond l'islamisme c'est quasiment terminé ? Non, écoutez... À l'aune de cette révolution que nous évoquons. Hein. Écoutez, malheureusement, il y a un danger qui s'appelle l'Iran. L'Iran, avec, je dirais, ses marionnettes qui sont en haut d'Israël, le Hezbollah, et en bas, le Hamas. Et bien sûr, il y a l'autorité palestinienne est très faible. Voilà. Et donc, risque d'être manipulé. Et on peut dire, Chaim, par parenthèse, hein, que le djihad islamique aussi dépend directement de la logistique des Iraniens. Oui. Et puis, vous savez, rien n'est clair, parce que le Qatar verse de l'argent au Hamas, mais en même temps, il y a des relations entre Israël et le Qatar. Absolument. Et donc, si vous voulez,
il y a trop d'actes de terrorisme encore, il y a trop de gens qui tombent en Israël pour dire que l'islamisme a disparu. Alors, il y a eu un débat en Israël que vous relatez, d'ailleurs, c'est passionnant. Il y a eu un débat dès les premières générations des pionniers. Israël est-il un implant européen en terre orientale ou Israël a-t-il vocation, à terme, à devenir un pays oriental comme les autres? On en est où, d'après vous, aujourd'hui, parmi les grandes consciences israéliennes, de ce vieux débat, aussi vieux que les premières implantations, que les premiers yishuvim? Écoutez, c'est la question à 1000 shekels. Je sais, c'est pour ça que je vous la pose. Je sais que je peux vous la poser à vous ce matin sur Radio Chi. Absolument. Écoutez, je dirais que ce qui est passionnant, c'est cette société israélienne. Alors, je vais vous faire du sionisme de papa en nous disant Israël a été fondé à 75 ans. En réalité, depuis 1881 à peu près, il y a eu des premiers pionniers. On sait que la plupart des fondateurs venaient de l'Europe orientale et par la suite ont été rejoints par des juifs qui ont dû quitter les pays arabes. Et aujourd'hui est en train de se mettre en place ce que j'appellerais une société israélienne. Et je vous fais une confidence personnelle. Moi, j'ai un fils qui vit en Israël, qui a fait l'armée, qui est en train d'étudier. Il a une copine et j'ignore et je me moque complètement de savoir si ses parents arrivent de Roumanie, d'Irak ou du Yémen. Du Russie ou du Yémen, absolument. Il y a une société israélienne qui est en marche. Alors, une sorte de creuset, on va dire, de melting pot israélien, multiculturel, où effectivement, on peut très bien être à la fois irakien, marocain et russe d'origine, mais ça n'a pas d'importance, on est d'abord israélien. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en 70 ans d'existence, 75 ans, l'État a réussi à forger ce creuset qui dépasse les vieux clivages, entre guillemets, entre le monde séfarade et oriental, ou misrari, et le monde ashkénaze. C'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, je ne vais pas non plus avoir, je vous en prie, allez-y. Lacroix, une vision idyllique en vous disant c'est merveilleux, Kol Chaverim, on est tous des frères. Alors c'est vrai qu'il y a vous avez le droit, vous savez. Non, vous savez, il y a des divisions. Vous savez, on disait, il y avait eu un très très vieux livre que vous aviez peut-être lu, qui était sorti en 1968, qui était un livre de Marc Hillel, qui avait travaillé à Europe 1, et qui avait fait un livre qui s'appelait « Israël en danger de paix ». Oui, je ne l'ai pas lu, mais je vois très bien. Alors moi, je vous raconte l'essentiel, pour vous éviter de le lire. C'est que Marc Hillel imaginait à tort qu'après la guerre des 6 jours, il y aurait la paix. Et il avait dit, bon, une fois qu'Israël sera en paix, ben, il y aura des espèces de débats ou de guerres internes entre les religieux et les non-religieux, entre ce qu'on appelle les anciens et les olim, entre les séfarades, les ashkénazes, entre les juifs et les arabes. Alors, il n'avait pas tort. Donc, ce que nous observons aujourd'hui fait qu'on a une société qui est divisée. Mais je dirais que ces clivages, ce n'est pas des clivages droite-gauche. C'est beaucoup plus profond que ça. Pour moi, j'ai eu l'occasion de voir en Israël des manifestations de tous les côtés, si vous voulez. Et encore une fois, c'est une société qui, pour la première fois de son existence, affronte le débat. Ouais. Elle n'était pas habituée à ça. C'est comme ça que vous lisez aussi le caractère un peu paroxystique de l'année qu'on vient de vivre avec les débats autour de la réforme judiciaire avortée. Voilà, et qui n'est pas terminé. Alors, il y a de très beaux portraits, on ne peut pas les évoquer tous, dans le livre Événements que vous avez signé récemment avec Jean-Pierre Allali. On a publié d'ailleurs les bonnes feuilles dans Actualité juive, les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif, préfacé par le grand rabbin de France, Raïm Korsia. C'est un livre qu'on peut conseiller à tous nos publics de 7 à 77 ans, comme on disait jadis. Albert Einstein et Elie Wiesel, ils ont un point commun. 2 grandes figures de la diaspora, 2 génies chacun à leur manière, l'un dans le domaine des sciences, l'autre dans le domaine de la pensée religieuse et de la littérature. Ils ont
pour point commun d'avoir une relation existentielle avec Israël, mais ils ont refusé, l'un et l'autre, la proposition qui leur était faite de devenir le président de l'État. Pourquoi, d'après vous? C'était une charge trop lourde ou c'était quelque chose qui, aux hommes de la diaspora, qu'ils étaient fondamentalement, leur apparaissait comme impossible? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que tout d'abord, du côté de Albert Einstein, il avait exprimé qu'il ne parlait pas l'hébreu. Et Tout à on fait. ne pouvait pas imaginer un président anglophone. Et puis je pense que Einstein était un génie qui voulait garder son indépendance. Et je pense que du côté de Elie Wiesel, lui, il s'est donné comme but de témoigner. Et il aurait détesté, me semble-t-il, être prisonnier d'une étiquette présidentielle. Et donc, c'est pour cela que les deux ont refusé. Et je pense que tout à fait naturellement, ils se sont dit, euh, un président de l'État d'Israël, il doit être israélien. C'est aussi simple que ça. Alors, je crois que nous avons, nous partageons, vous et moi, cher Chaim Mouzikant, une admiration profonde pour Jean Zay, qui était une très grande figure de républicain français, supplicié, assassiné par la milice en 1944. Ses filles témoignent évidemment souvent de son martyre et de sa mémoire, ministre de l'Éducation nationale, du Front populaire. Quelle était sa relation, vous pensez, au projet sioniste, sa relation fondamentale au projet sioniste? Il vivait dans cette espèce d'anticipation, entre guillemets, messianique, Jean Zay, ou c'était, comme patriote français, un horizon qui lui était plutôt indifférent, étant d'abord et avant tout matricé par le franco-judaïsme, Alors d'après vous? écoutez, moi je pense que quelqu'un comme Jean Zay, d'ailleurs, et comme Georges Mandel, Oui, qui tout à ont fait. été des contemporains. Auquel Nicolas Sarkozy avait consacré d'ailleurs un très beau Absolument, texte. Absolument. Étaient avant tout des Français juifs. Tout à fait. Et qui, pour reprendre un livre de Pierre Birnbaum, étaient des fous de la République. Tout à fait. Et donc avaient essayé finalement d'apporter ce qu'ils pouvaient le mieux possible à la République française. Par contre, celui qui avait appelé Jean Zay aux affaires, qui était Léon Blum, lui a été non seulement le chef du gouvernement du Front populaire, mais il a été également un sioniste engagé. Ardent, absolument. Il a été membre de l'agence juive, il a milité au Keren Hayesod, et puis vous savez que il a été ensuite, il est intervenu dans l'histoire de l'affaire Exodus, il a essayé même d'intervenir auprès des gouvernements français et anglais pour que l'on puisse expulser le grand moufti de Jérusalem qui avait passé une alliance avec Hitler. Tout à fait. Mais en ce qui concerne Jean Zay, qui avait au fond une double culture, puisque vous le savez, il était à la fois protestant et Absolument. juif, je pense que sa recherche était plutôt une recherche identitaire française, sans bien sûr désavouer le judaïsme, puisque tout comme Mandel, tout comme Léon Blum, il a été victime d'antisémitisme, malheureusement jusqu'à la fin. Alors, il faudrait refaire une deuxième émission avec vous. D'ailleurs, on la fera si vous êtes partant. Les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif, Jean-Pierre Allali, Chaim Mouzikant. On en fait le commentaire à souhait et à gambade. Malheureusement, le temps nous est compté. Robert Badinter. Je suppose que vous êtes allé avec Jean-Pierre Allali chez Robert Badinter. Il n'en fait pas forcément état publiquement. Mais en revanche, son souci juif est très important, on peut le dire, hein, puisque quand il reçoit ses hôtes, derrière lui, dans sa bibliothèque, il n'y a quasiment, en tout cas visible directement, il n'y a quasiment que des livres relatifs à l'histoire juive, à la religion juive, à la spiritualité juive, mais aussi bien sûr aux différentes cultures, etc. Je crois qu'il a des exemplaires du livre de Salo Baron, etc. Vous voyez, donc ça le passionne. Vous le saviez, ça ? Oui, alors écoutez, oui, comme vous le savez, il habite près... Rue Guinemer, hein, oui, voilà, c'est ça. Et alors justement, moi je voudrais faire un parallèle entre Robert Badinter et Simone Veil. Tout à fait. C'est-à-dire que les deux, on les a avant tout connus comme des personnalités politiques. Alors Robert Badinter, c'est bien sûr à la fois... l'abolition, hein, voilà. Et également, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, mais que c'est l'homme qui a dépénalisé les condamnations qui touchaient les homosexuels. Tout à fait. Et on n'en parle pas, il faut le dire. Et du côté de Simone Veil, c'est bien sûr Jean Le Caluet l'ayant refusé, c'est elle qui a porté la loi sur l'avortement. Et donc les deux, je dirais dans la
peut-être dans la dernière partie de leur vie, Ah oui. sont revenus à leur Ah oui, c'est racine très juive. clair. Et d'ailleurs, Robert Badinter, il y a quelques années, en 2018, a publié un récit sur la vie de sa grand-mère Absolument. qui témoigne probablement, cher Haïm, de son imprégnation par une sorte de souci juif. Oui, oui, absolument. Écoutez, moi, je me souviens, nous lui avions remis un prix au Sénat où, pour la première fois, je l'ai entendu parler de sa guerre, Tout à fait. alors qu'il n'en parlait pas. De la même façon que Simone Veil, vous savez, c'est vraiment... elle a commencé à parler de la Shoah, vraiment, je dirais, après avoir quitté toutes ses différentes responsabilités politiques. Alors, on doit s'interrompre, c'est tellement dommage. Affaires publiques, c'était avec vous, cher Haïm Ouzikant, les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif. Je rappelle aussi avec le colonel Olivier Rafovitz, le livre précédent, Israël, pas un exemple, une chance, on va y arriver, une chance, merci pour le monde. Vous reviendrez, on va faire les prophètes d'Israël. Avec grand plaisir. Voilà, les grandes figures israéliennes. Merci à vous et Shabbat Shalom dans l'immédiat, cher Haïm Ouzikant.